Bonjour à toutes et à tous. J'ai le grand plaisir aujourd'hui, au nom de la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori d'Ost, d'introduire cette conférence vidéo qui se tient à l'occasion de la Journée internationale de la montagne. Ce sera Bernard Marnette, alpiniste, écrivain belge, grand connaisseur des montagnes valdôtaines, qui nous parlera de la naissance de l'alpinisme en Valpelline. Cette vallée qui n'a jamais connu le grand essor, le renom de localités alpines telles que Zermatt ou Chamonix, ou pour rester dans le milieu valdôtain, les vallées de Val-Tournanche et le domaine du Mont Blanc. Mais dont les montagnes quand même ont été visitées dans la deuxième moitié du 19e siècle notamment par les mêmes alpinistes, surtout anglais, de l'âge justement victorien, à partir du plus fameux de tous, Édouard Wemper. Je cède maintenant la parole à l'ami Bernard Marnette, qui nous parlera de cet argument, qui a fait l'objet aussi d'un livre, d'une publication qui a été édité l'année dernière. Je le remercie bien vivement d'avoir accepté notre invitation et je lui cède la parole. Merci. Le livre que j'ai publié l'année dernière aux éditions du Fournel avait pour titre Les alpinistes victoriens en Valpelline. Alors ce titre évoque un peu deux propos, la Valpelline d'une part et les victoriens de l'autre. M'adressant à un public spécialisé, un public d'alpinistes et de valdôtains en priorité, je n'entrerai pas en détail sur les beautés et l'intérêt alpinistique de la Valpelline, mais donc je vais plutôt en quelques minutes évoquer les victoriens. Alors les victoriens, c'est évidemment l'époque victorienne qui se déroule au milieu du 19e siècle. C'est l'apogée de l'Angleterre, de l'économie anglaise, de l'industrialisation de cette île, mais également de tout l'empire colonial qui va autour, et donc de ces Anglais qui furent des grands visiteurs, de grands explorateurs, et dont la fortune a permis de voyager un peu partout dans le monde, et notamment en Europe. Alors, c'est les choses un peu connues de l'histoire, mais pour nous alpinistes, c'est aussi l'intérêt de redécouvrir le début de l'histoire, de la véritable histoire de l'alpinisme. Bien sûr, il y a eu des dates importantes comme l'ascension du Mont Blanc, celle du Mont Aiguille, de la Roche-Melon et d'autres sommets, du Mont Velan aussi. Mais les Victoriens sont vraiment les premiers à avoir structuré cette activité, ce mouvement, comme disait Coolidge, qui est l'alpinisme. Ce sont en effet eux qui vont fonder le premier club alpin en 1857, qui vont éditer assez vite une revue qui sera publiée régulièrement à partir de 1863. Ce sont eux qui vont notamment aussi jouer un peu un rôle dans le matériel, l'amélioration de tentes, de piolets et autres. Ils vont aussi établir les premières cartes des zones d'altitude. Les premiers cartographes gravissaient les montagnes pour regarder en bas. Les Victoriens vont établir les premières cartes, notamment des glaciers, des couloirs neigeux et de tout ce qui permet de gravir des montagnes. Donc ils vont toujours être dans cette dynamique de comment aller en montagne. Donc ils vont vraiment fédérer le mouvement de l'alpinisme. Et évidemment, ils vont gravir énormément de sommets importants des Alpes, et la plupart des 4000 leur sont attribués. Alors, quand on parle des Victoriens, il y a deux notions que je trouve qui sont intéressantes à remémorer, notamment pour les jeunes alpinistes d'aujourd'hui, pour quand même essayer de bien montrer d'où l'on vient. C'est la notion de romantisme, donc à la moitié du 19e siècle, quand ce mouvement prend vraiment ses racines, on est dans le mouvement romantisme. Donc, c'est dire à quel point, et c'est certainement un facteur commun à tous les alpinistes, l'alpinisme est une manière d'exacerber l'émotion, d'exacerber le sentiment,
Et c'est bien pour ça que les alpinistes aussi aujourd'hui sont ou devraient être aussi des romantiques. On pourrait détailler et développer plus cette idée, mais bon, là, j'en resterai là pour ceci. Un autre élément que je trouve important, c'est la notion de tourisme. Le mot tourisme vient de l'anglais tour, visiter, tout tour en anglais. En fait, elle vient du fait que les jeunes lords, à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, faisaient ce qu'ils appelaient le grand tour, c'est-à-dire un voyage initiatique, un voyage culturel. Ils allaient vers les autres savoirs, vers les autres cultures du continent européen. Notamment, ils aboutissaient leur voyage en Italie pour visiter les merveilles artistiques du nord de l'Italie, et même parfois ils descendaient jusqu'au sud. Et pour ce faire, ils devaient évidemment traverser les Alpes. Et donc c'est cela qui a commencé à faire la pratique du tourisme dans les Alpes, à développer touristiquement les vallées alpines. Donc voilà, ce sont deux notions que je trouve qui sont importantes. Tout visiter le tourisme, c'est aller vers la culture des autres. Ce n'est pas uniquement aller bronzer à la Costa del Sol ou faire voilà, ou simplement passer ses vacances à faire trempette le long d'une piscine. C'est aussi aller vers les autres, vers le savoir des autres cultures. Et l'alpinisme s'inscrit dans ce mouvement. Voilà un petit peu pour des généralités. Donc, comme le temps qui nous est imparti est quand même relativement court, je vais résumer un petit peu maintenant le passage de ces victoriens en Valpelline, et je vais placer quelques dates fondamentaux de l'alpinisme en Valpelline, à commencer par les premiers visiteurs qui viendront en 1860, et qui sont deux personnalités bien connues du monde de la montagne, Frédéric William Jacomb et Edward Whymper. Alors 1860, Jacomb et Whymper, c'est vraiment le début de l'alpinisme en Valpelline, mais une question qui forcément doit tarauder notre sujet, c'est pourquoi la Valpelline? Alors, il faut savoir que les Victoriens, avant d'être des grands alpinistes, étaient surtout des explorateurs. Donc s'ils aimaient grimper haut, ils regardaient aussi loin, regardaient aussi l'horizon, ils aimaient beaucoup traverser, passer de l'autre côté, voir ce qu'il y avait de l'autre côté des arêtes, des cols et des montagnes. Et donc c'était des grands amateurs de traversée de cols. C'est ceux qu'on appelait notamment les excentriques, qui passaient toutes leurs vacances à traverser de vallée en vallée. Et un de leurs dadas était de rejoindre leur grande station privilégiée qui était Chamonix et Zermatt. Et donc, dès le début, ils ont essayé de trouver des passages pour pouvoir traverser haut sur les plateaux pour rejoindre ces deux stations. C'est ce qu'ils appelaient, c'est un challenge en quelque sorte, qu'ils appelaient le High Level Route, qui va devenir la mythique haute route, qui se parcourt toujours volontiers de nos jours, autant en été qu'en hiver. Et pour traverser, ils cherchaient évidemment les cols et aussi les passages à la fois assez hauts, mais à la fois relativement faciles, ou en tout cas possibles. Or, la Valpelline a cette particularité géologique d'être dans cette chaîne pennine, non seulement entre Chamonix et Zermatt, mais d'être la seule vallée qui est placée parallèlement à l'axe central, on va dire, à l'axe de la chaîne. Toutes les autres vallées sont perpendiculaires. Étant vraiment idéalement placée presque à moitié entre Chamonix et Zermatt, il était fort intéressant pour les Victoriens de passer par la Valpelline, puisque ça leur permettait d'avancer assez vite d'ouest en est et d'est en ouest. Donc, pour l'essentiel, ils passeront par le col du Grand Saint-Bernard, ou par le col Fenêtre, ou par le col Colomb, pour rejoindre le fond de la vallée, Praraillé, ce petit hameau qui, à l'époque victorienne, était très très connu, et ils passeront par le col de Valcornera pour rejoindre Valtournanche et via le col de Tuebnul arriver à Zermatt. Donc ça va être vraiment le début de la haute route, et puis assez vite ils vont commencer à essayer de trouver d'autres passages.
progressivement faire basculer la haute route plus vers la Suisse. Mais à l'origine, la Valpelline a été vraiment la vallée clé de la haute route. Alors justement, cette haute route nous mène en 1860 et avec Frédéric William Jacomb, que tout le monde connaît, en tout cas tous les montagnards, les historiens de la montagne connaissent comme le vainqueur du Mont Viso, qui va venir en Valpelline en 1860 pour essayer justement de trouver, d'améliorer ce tracé de la grande route, de la haute route. Il vient en fait par le Valais et il devine qu'à l'ouest de Zermatt, il doit avoir moyen de trouver un col ou deux pour basculer plus rapidement sur Zermatt. Et donc il va venir à Valtournanche et là il va gravir le château des Dames, qui est qu'on peut considérer comme le premier sommet vraiment gravi du côté de Valpelline. Bien sûr, il y a le Velan qui était gravi bien avant. Mais là, il va vraiment gravir l'arête faîtière entre la Valpelline et la Valtournanche, et pour regarder au nord, essayer de trouver un col, et il va découvrir le col de Valpelline, qu'il va franchir 2 jours après avec son guide chronique, qui est un guide de Zermatt. C'est à référer parce qu'en fait, à l'époque, la plupart des alpinistes fonctionnent en caravane, donc ils sont souvent 2-3 alpinistes et 4-5 guides à traverser. Là, ils ne sont que 2. Ce sera d'ailleurs une épopée, puisqu'ils tomberont chacun à leur tour dans une crevasse. Ce sera c'est quand même un peu, si on se réfère à l'époque, avec les moyens de l'époque, un exploit. En tout cas, c'est assez osé. Cette tentative du col cette traversée, cette découverte traversée du col de Valpelline, qui va devenir très vite assez classique. Alors dans la même lignée, Jacomb reviendra en 1861. Il a rendez-vous à Ust avec Matthäus qui est malade et qui ne veut pas partir tout de suite. Et donc il va regarder encore les montagnes comme d'habitude. Il gravira la Becca di Nonna, il regardera de nouveau vers cette haute route et il trouvera intéressant de venir gravir le Mont Gelé pour de nouveau essayer de voir les cols et les possibilités de passage autour. Donc il gravira le Mont Gelé depuis Oyas, et il redescendra dans la combe d'Olomont et reviendra à Aoste dans la même journée. D'ailleurs, il fera Oyas Aoste dans la même journée, avec comme compagnon de cordée, comme guide, les Crocs d'Argentière, dont Michel Cros, qui sera un des héros de la conquête du Cervin, qui mourra au Cervin dans cette tragique première ascension du 14 juillet 1865. Voilà pour Jacomb. Alors, l'autre mythe, on peut parler vraiment d'un vrai mythe qui rentre en Valpelline et qui va avoir une relation tout à fait singulière avec cette vallée, c'est Édouard Wimper. On pourrait élaborer, dire pas mal de choses sur la visite de Wimper en Valpelline. J'avais d'ailleurs écrit un article dans Ardennes et Alpes, la revue du Club alpin à ce sujet. Mais pour synthétiser, on peut dire que Wimper, s'il n'a pas fait d'exploit en Valpelline, a vécu plusieurs éléments et s'est même construit dans sa vie d'alpiniste en Valpelline. En effet, dès 1860, on sait qu'il est envoyé pour faire des croquis des montagnes par les éditions Lampman. Dès 1860, il arrive en Valpelline et il va passer une première nuit à Bionna, et dès le lendemain, il va dessiner la Dandera, mais aussi traverser le col de Valcornera pour aller à Valtournanche et à Breuil, dessiner le versant sud du Cervin. Et pour ce faire, pour la première fois de sa vie, il va prendre un guide. Donc alors qu'il a déjà un peu vadrouillé en Suisse, qu'il a déjà traversé un glacier en Suisse, il va se trouver utile, se trouvant un peu perdu et trouvant quand même que c'est bien aventureux de passer ce col tout seul. Et donc il va prendre un guide de Bionna pour traverser ce col de Valcornera. Ce sera la première fois dans sa carrière. Et surtout, dans ce col de Valcornera, et il l'écrit dans son livre mémoire Scramble among the Alpes, il va pour la première fois passer une pente raide. Il mentionne d'ailleurs qu'il utilise son bâton plus en aval, puis qu'il le porte en amont, etc. Donc il détaille un petit peu. Mais il signale bien que c'est là, somme toute, qu'il naît à l'alpinisme, en tout cas qu'il passe ses premiers passages techniques en alpinisme.
il va, il va un peu rentrer en conflit avec son guide, et il ira seul au Breuil, puis il reviendra, mais c'est une histoire un peu connue. Mais après, ça se sait moins, il va aller de Breuil, de Bionna à Courmayeur seul dans la journée, et c'est aussi une révélation, il va se révéler un formidable marcheur, il va se révéler à lui-même en déclarant que c'est vraiment un exploit. En tout cas, c'est un exploit pour lui, il fera mieux par après. Mais effectivement, il se révèle là de nouveau un formidable marcheur. On peut rappeler que Whymper marchait à, à pas plus de 7 km et demi à l'heure. Donc, ce qui laisse un peu en montagne et pendant toute la journée, hein, c'est une moyenne. Donc ça laisse un peu pantois certains sportifs d'aujourd'hui. Alors Whymper, on pourrait rentrer un peu dans les détails, mais il reviendra encore en 1863 pour tenter la dent des reins. Et là de nouveau, il aura une relation un peu singulière, puisqu'il vient avec Bersaglieri, le Carole du Cervin, et Luc Menet, donc avec deux personnalités qui ont marqué l'histoire du Cervin. Il viendra tenter la dent des reins. Et là, il entrera un peu en conflit avec ses guides, lui préférant remonter un couloir de neige. Les guides allaient par une arête rocheuse. Bon, il y a conflit. Et finalement, cette tentative sera vouée à l'échec. Et ce sera, selon l'expression même de Whymper, un échec mortifère, pour employer ces termes. En fait, ce sera effectivement le seul grand sommet des Alpes que Whymper va tenter et ne réussira pas. Donc ce sera au niveau de sa carrière alpine quand même quelque chose qui le marquera. Alors il passe aussi en 1865 par le col de Valcornera pour aller vers la destinée sa grande destinée qui est l'ascension du Cervin. Il passera avec Almer, un des plus grands guides de son époque. Et puis le Cervin évidemment marque un peu sa carrière. Après on sait qu'il ne fera plus de très grandes premières, mais cependant il revient quand même en Valpelline en 1866. Pendant une semaine, il va rester au col de Valpelline pour faire des expériences glaciaires, des expériences scientifiques, avec un camp de base placé sur le Skostoki, qui est un rocher qui se trouve sur le versant valaisan du col, mais chaque jour il va monter. Il va même non seulement descendre à Bionna, et à Praraillé, mais aussi il fera ce qui sera sa dernière première dans les Alpes, la tête de Valpelline. Sommet assez facile techniquement, mais qui est quand même un sommet de 3800 mètres, donc c'est quand même une première tout à fait anodine, même si pour un Whymper ce n'est pas très important. Donc c'est sa dernière grande première dans les Alpes, ce sera la tête de Valpelline. Alors, il reviendra encore en 1893 pour tenter une haute route entre Zermatt et Chamonix, et il sera là pris par le mauvais temps, ce qui l'obligera à bivouaquer au col de Valpelline, au col du Mont-Brûlé, au col Colomb, et puis il va descendre vers le versant suisse, et le temps étant tellement mauvais qu'il va redescendre sur Praraillé, puis aller à Courmayeur où il tentera le Mont Blanc quelques jours après. Donc il restera de nouveau plusieurs jours sur les hauteurs de la Valpelline, et à l'occasion d'ailleurs il dessinera quelques beaux croquis, notamment du col Colomb, et ce sera donc encore une visite de Whymper sur les hauts plateaux. En fait, Whymper restera une vingtaine de jours en Valpelline, ce qui est quand même assez notoire, puisque Whymper était réputé pour avoir un peu la bougeotte. Et à part quelques hôtels de Chamonix et de Zermatt, et un petit peu en Oisan, il ne restait pas longtemps, il ne stagnait pas longtemps. Alors, donc voilà pour Whymper qui a cette relation tout à fait particulière avec la Valpelline, qui certainement valait la peine d'être un peu étudiée et mentionnée. Alors ça c'est pour l'année 1860, on reviendra un petit peu, on reparlera un peu de Whymper par après, mais une autre date évidemment essentielle en Valpelline, c'est l'année 1863 où est conquise la dent des reins.
je ne m'étendrai pas plus là-dessus, c'est le Grand 4000 avec le Grand Combat, le Grand 4000 de la vallée. Ce seront 4 Anglais et menés par 3 guides suisses qui feront cette ascension sans trop de problèmes. Et donc, voilà, ce sera un peu la vengeance des Anglais. Ça se passera juste quelques jours après la tentative de Whymper, ce qui rendra encore un peu plus d'amertume au grand Whymper. Alors, l'année ou les années qui suivent, ce sont 2 dates vraiment mythiques de l'histoire de l'alpinisme et comme un peu mythique pour la Valpelline, c'est l'année 1865 et 1866. En 1865 et 1866 sont 2 dates importantes de l'histoire dont on parle. 1865, c'est l'année de l'alpinisme, c'est l'année des Victoriens, c'est l'année où tous les grands 4000 finissent par être gravis, terminés par le Mont Cervin. Mais c'est aussi l'année, et cette date mythique du 14 juillet, où le Cervin est gravi d'une part, et le 14, exactement le 15 juillet, les ponts de la Brenva au Mont Blanc est gravi, chaque fois par des cordées anglaises, et c'est le basculement dans l'histoire de l'alpinisme entre l'âge d'or et le début de ce qu'on va appeler l'alpinisme acrobatique. En tout cas, même si l'histoire de la Brenva était un peu étouffée par le drame du Cervin, c'est vraiment un basculement extraordinaire pour les historiens de la montagne, ce moment où l'âge d'or va devenir vraiment, va s'orienter vers un alpinisme plus acrobatique, un alpinisme beaucoup plus technique. Cette ascension que les ponts de la Brenva est bien spécifique de cette évolution de l'alpinisme, elle est beaucoup plus technique et elle n'utilise pas une voie normale ni une voie facile. Ça continue d'être bien dans la logique de l'alpinisme, d'essayer de trouver de comment gravir une montagne, par quel versant, par quelle arête, dans la neige, dans le rocher, sur quel rocher, etc. Donc le comment gravir une montagne est toujours présent et évolue et bascule à cette date du 15 juillet 1865. Pour la Valpelline, 1865 ne sera pas une date très importante. Par contre, 1866, à l'échelle de la Valpelline, est une date presque aussi bouleversante, puisque vont se retrouver durant une semaine, vont se croiser pendant une semaine plusieurs personnalités absolument mythiques de l'ère victorienne, du 27-28 juillet 1866 au 6, voire même on peut considérer le 7 août, vont se retrouver en fait à Praraillé, sur les hauteurs de Praraillé, non moins que Whymper, dont on a déjà évoqué qu'il était au col de Valpelline, qui faisait la première de la tête de Valpelline le 6 août, mais vont se trouver, et même se rencontrer à Praraillé, Adam Zreli et le fameux révérend, le mythique révérend Coolidge, avec son autre moins mythique tante, Miss Brevor. Et on pourrait même y rajouter, pour ça que je veux parler du 7 août, Foster, George Foster, qui fera la pointe Lapier, qui est une petite pointe sur l'arête, sur l'arête frontière, mais qui viendra dessus. Donc ça, c'est un peu moins important. Enfin, on peut le rajouter aussi. Mais en tout cas, ce milieu de l'été 1866, c'est assez extraordinaire, et en tout cas à l'échelle de la Valpelline, de voir se rencontrer en haute montagne, dans un même lieu de haute montagne, et sur des sommets de la vallée, des personnalités aussi mythiques que Whymper, Coolidge et Adam Zreli. Alors Whymper, on en a déjà parlé. Adam Zreli, lui, c'est un très bon alpiniste, qui a notamment marché, un des rares Anglais à avoir marché avec Whymper, qui a fait la première de l'aiguille d'Argentière, du Dolan, de l'aiguille de Trélatête, mais il est surtout réputé comme cartographe. J'ai déjà évoqué le fait que les Victoriens sont les premiers à publier des cartes privées, touristiques, je reviens à l'étymologie du mot touristique, donc des cartes qui vont permettre aux gens d'aller vers les montagnes, et donc des cartes qui décrivent en détail les glaciers, les crevasses, les couloirs, les types de rochers, les rochers qu'il faut éviter, etc.
trace d'ailleurs parfois des itinéraires, et de nouveau on est dans le comment aller en montagne, comment gravir les montagnes. Et Adam Zraly sera le premier vraiment alpiniste cartographe reconnu, avec une carte qu'il publiera sur le Mont Blanc, et puis sa deuxième carte sera celle consacrée à la Valpelline et au versant valbetain du Mont Rose. Et pour ce faire, il viendra en Valpelline passer à peu près une semaine. Il entrera par la Valpelline, il ira dans le Val Saint-Barthélemy, puis il reviendra passer une semaine à Praraillé, essentiellement ici à Bionna, d'où il fera l'ascension, la première ascension de l'abbé Caluseneil, magnifique sommet de la Valpelline, mais aussi sommet un peu emblématique, puisqu'il est décollé de la chaîne et permet de voir, évidemment, pour un alpiniste qui veut réaliser une carte ou prendre des notes topographiques, c'est évidemment un sommet tout à fait remarquable. À signaler qu'il fera cette première avec de nouveau Carole Bersaglieri du Cervin et un Charlet de Chamonix. Donc on pourrait détailler avec quelques détails amusants, notamment le fait que Adam Zraly, qui est un excellent dessinateur, fait tous ses croquis, donc j'ai pu retrouver, grâce à l'Alpine Club, toutes ces notes que j'ai déposées d'ailleurs au CAI à Nost. Et dans ces notes, ben, on voit, et dans l'article qu'il a publié notamment dans l'Alpine Journal, on voit ces beaux dessins, et notamment ce dessin polychromé, qui est le premier vrai dessin polychromé publié dans une revue de montagne, puisque c'est l'Alpine Club en 1867. C'est un dessin de la Caluseneil exécuté par Adam Zraly. Il y a d'autres anecdotes sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'étendre ici. Alors, donc cette année 66, Adam Zraly et Coolidge. Faut-il présenter Coolidge aux historiens de la montagne ou même aux alpinistes? Vous connaissez le pic Coolidge en Oisans. Puis bon, c'est une personnalité incontournable, 1500 ascensions, un nombre incalculable de premières, un nombre incalculable de publications. On lui accorde 1500 articles, autant d'articles que d'ascensions. Des livres mythiques comme Les Alpes dans la nature et dans l'histoire, des tas de topoguides, etc. Un peu un mythe. Coolidge va venir en Valpelline, il aura un peu comme un père une relation un peu singulière parce qu'il n'a pas fait d'exploit en Valpelline, il a même assez peu fréquenté la Valpelline, puisque de son aveu même, il n'ira qu'une fois au fond de la vallée, c'est justement en 1866 où il traverse le col de Valpelline, où il fait sa route avec sa tante. Mais par contre, il aura cette relation tout à fait particulière, puisqu'il écrira une dizaine d'articles, on peut compter 6, 7, 8, 9, 10 articles selon qu'on considère les traductions ou les choses qui s'intéressent au versant suisse, mais aussi valbetain. Enfin, voilà, une dizaine d'articles publiés par Coolidge sur la Valpelline, dont cet article un petit peu étrange qui s'appelle le Mont Redesseau dans l'histoire. En fait, il a consacré un véritable article au petit Mont Redesseau qui se trouve là au fond de la Valpelline, petit sommet, très beau rocher, très beau sommet, très beau paysage. Bon, on se demande pourquoi Coolidge s'est consacré un petit peu à cette montagne. Donc voilà un petit peu dessiné le destin des Victoriens en Valpelline. Après 1866, ce sera, on peut dire vraiment l'épopée victorienne qui va commencer un peu à l'image des Alpes, où les Anglais vont vraiment venir en masse. En Valpelline, pareillement, ils vont un peu tous défiler sur les sommets et réaliser de bien nombreuses et de bien belles premières. La fin du XIXe siècle verra défiler la plupart des grands alpinistes victoriens. Il faut rappeler que la reine Victoria décède en 1901, donc l'épopée victorienne se termine, on va dire, en 1900. On peut citer beaucoup de noms. Wingley Jones, qui fut considéré comme un des premiers grimpeurs dans ces montagnes écossaises, un des premiers grimpeurs de rocher, a passé, semble-t-il, déjà du 5e degré à son époque. Dans Valpelline, il est surtout connu pour son ascension, la première ascension de la reine de Grafnir au Grand Combin, qui à son époque était une belle course d'envergure. On peut citer George Topham,
un alpiniste assez discret, mais qui est venu pendant pratiquement une dizaine d'années en Valpelline, un peu connu pour son ascension de la face nord du Pic d'Arolla, qui à l'époque était quand même une référence. En Valpelline, il va faire plusieurs belles premières, mais surtout il écrira 3 articles dans l'Alpine Journal, des articles, des monographies vraiment sur toutes des zones de montagne de la Valpelline, avec des illustrations de photos et des articles de grande valeur pour les historiens d'aujourd'hui. On peut citer Arthur Kust, célèbre pour son ascension du Cervin-Sanguy, Matterhorn Way to Guide, qui était un des grands débats de l'époque, puisque après l'accident du Cervin, l'alpinisme a presque failli être interdit, donc il n'était pas question de s'aventurer, et encore moins sans guide à cette époque. Arthur Kust l'a fait, il est venu en Valpelline à plusieurs reprises, faire quelques ascensions intéressantes aussi. On peut en citer beaucoup, Wilson, un ancien, qui a été président de l'Alpine Club pendant des années. On peut citer Buden, qui sans être un alpiniste était plutôt un mécène et a laissé son nom à des sommets de la chaîne des Murailles. Mais voilà, pour faire court, je terminerai par 2 personnalités vraiment de légende, non pas tant de l'histoire alpine, mais de l'histoire de l'Himalaya, au nom de Martin Conway et de Tom Longstaff. Martin Conway, qui a été anobli lord par la reine d'Angleterre grâce à ses travaux en montagne, grâce à ses travaux de cartographie en Himalaya, est connu, outre l'Himalaya, il est aussi grimpé dans les Andes un peu partout sur différents continents, mais il est connu dans les Alpes pour la traversée à pied qu'il a fait des Alpes, la première traversée reconnue, et il est passé en Valpelline, où il a fait 2 premières de col, mais a surtout publié un bel article, un peu à la manière tutophane, avec des photos et de très belles illustrations, donc c'est encore quand même intéressé, il a quand même un peu marqué l'histoire de la Valpelline, en tout cas par son passage, parce que c'est une personnalité absolument très importante de l'histoire de l'alpinisme. Alors je terminerai par Tom Longstaff, qui est peut-être le plus proche de la fin de l'ère victorienne, puisqu'il commence à grimper dans les années 1890. On le retrouvera encore à l'Everest dans la fameuse expédition de 1922, l'expédition britannique de 1922, à l'Everest. Donc il aura une très longue carrière, et surtout une carrière sur tous les continents. Beaucoup le considèrent comme le plus grand explorateur des montagnes de son époque. Il faut dire qu'il était médecin de formation, mais qu'il était rentier, donc il a passé sa vie à parcourir les montagnes. Il est notamment, il est connu pour différentes choses, notamment l'ascension de Tom Longstaff dans le massif de l'Ananda Devi, mais aussi pour l'ascension du Trisul, qui est le premier 7000 gravi par les hommes, et qui en faisait l'homme le plus haut du monde à cette époque. À noter pour le Val de Thun qui grimpait beaucoup avec les frères Brocherel, les guides de Courmayeur. Alors, il a moins grimpé dans les Alpes, mais on lui doit quand même une belle première qu'elle arrête de Tsödet au Mont Velan, qui concerne un peu l'histoire de la Valpelline, mais vraiment qui est une arête orientée vraiment côté suisse. Et par contre, ce qui est moins connu, c'est qu'il est venu aussi en Valpelline faire 2 premières, on va dire une petite première au bec à Chardonnay, depuis l'Alpe de Berrier sur le versant sud, une voie relativement facile, mais aussi une belle voie, on va dire emblématique pour la Valpelline, qui est l'ascension de l'Aretno de la Punta Fiorio, qui est un sommet un peu secondaire, mais ô combien élégant, cette belle pointe qui domine Oyas et que l'on voit de peu partout de la Valpelline. Donc c'est un beau symbole pour terminer ce propos, de se dire que le plus grand explorateur des montagnes de cette époque viendra en Valpelline gravir cette belle pointe ô combien élancée, et je pense que c'est par lui qu'on peut terminer. Il clôture assez bien cette histoire des Victoriens. J'espère avoir bien démontré que
ces victoriens ont une importance dans l'histoire alpine de la Valpelline et qu'on retiendra d'eux qu'ils furent de formidables explorateurs, de merveilleux aventuriers, toujours en marche, au propre, j'espère que je l'ai montré, au propre comme au figuré, toujours en marche vers le savoir.